Je n'aurais jamais cru raconter cette histoire à voix haute. Non pas parce qu'elle est trop douloureuse, même si elle l'est, mais parce que pendant si longtemps, j'ai cru à la version qu'on me donnait. Que j'étais l'erreur. La fille discrète qui ne trouvait pas sa place. Celle qui aurait dû rester petite et reconnaissante. Cette nuit à Aspen a tout changé. Le domaine était illuminé comme une carte postale d'hiver. La neige saupoudrait les pins par les hautes fenêtres, les cheminées crépitaient dans chaque pièce, le cristal captait la lumière au-dessus des longues tables dressées de nappes blanches et de porcelaine à bords dorés. Mon père, Victor Harrington, prenait sa retraite, du moins c'est ce que disait l'invitation. En réalité, c'était le couronnement de l'avenir qu'il avait déjà choisi. Je me tenais près du bord de la grande salle, à demi caché par une colonne, observant les invités tourner autour de ma sœur Brooke comme des papillons de nuit attirés par la lumière. Elle portait une robe vert émeraude profond qui attirait tous les regards, son rire était clair et régulier. On la félicitait avant même que mon père ne prenne la parole. C'était toujours le cas. Brooke était la fille qu'il voyait dans le miroir. Brillante, ambitieuse, n'ayant pas peur de prendre de la place. J'étais celle qui l'ignorait. En grandissant, il m'a répété plus d'une fois que j'avais ruiné son rêve de famille parfaite. D'abord à voix basse, puis plus fort, jusqu'à ce que cela devienne une vérité gravée dans ma chair. Mes passions, lire tard le soir, faire du bénévolat au refuge pour femmes du centre-ville, jouer du piano dans la salle de musique vide quand personne n'écoutait, étaient considérées comme fades, inutiles à ses yeux. Brooke jouait au tennis, animait des débats, travaillait dès l'âge de 16 ans. Elle gagnait des voitures neuves, des voyages en Europe, le genre de compliments qui la rendait plus fière. Moi, je n'avais droit qu'au silence. Ma mère, Marissa, se déplaçait dans la soirée comme un fantôme en soie, un sourire élégant, des perles au cou, sans jamais élever la voix. Il lui arrivait, quand j'étais petite, de se glisser dans ma chambre, de s'asseoir au bord de mon lit et de me brosser les cheveux sans un mot. C'étaient les seuls moments où je me sentais vraiment vue par elle, en public. Elle gardait les yeux rivés sur son verre ou le sol. J'ai appris très tôt que l'amour, chez nous, avait ses conditions, et que le silence valait mieux que la rébellion. Mon oncle Daniel m'a trouvée près de la table des desserts. Il était le frère aîné de mon père, l'avocat de la famille, le seul à s'être jamais enquis de mon bien-être et à avoir attendu une réponse sincère. Il m'a serré doucement l'épaule. « Ça va, Avery. » J'ai esquissé le demi-sourire que j'avais perfectionné. « Je suis là. » Il n'a pas insisté. Il ne l'a jamais fait. Plus tard, lorsque le quatuor à cordes a marqué une pause et que mon père s'est avancé au centre de la pièce, un verre à la main, l'atmosphère a changé. Tout le monde l'a ressenti. Il avait cette présence. Grand, les cheveux argentés, les épaules redressées comme un homme qui n'avait jamais rien perdu d'important. Ce soir, commença-t-il d'une voix forte et naturelle, nous célébrons le prochain chapitre de Harrington Enterprises. Ce qui a commencé dans un garage vaut aujourd'hui des milliards. Et la personne à qui je confie la direction de cette entreprise. Il se tourna vers Brooke. Ma fille, Brooke. La pièce explosa de joie. Des applaudissements. Des verres se levèrent. Des flashs crépitèrent sur les téléphones. Brooke s'avança, le menton haut, acceptant l'étreinte comme si elle l'avait répété depuis l'enfance. Je restai immobile. Je m'étais dit que je n'attendais rien. Pourtant, une part obstinée de moi espérait un regard, une phrase, n'importe quoi qui témoigne de mon existence à ses yeux. Puis son regard se posa sur moi. La chaleur disparut. Quant à mon autre fille, Avery, il laissa le silence s'étirer jusqu'à devenir pesant. Tu n'auras rien. Tu n'aurais jamais dû être là. J'aurais préféré que tu ne sois jamais née. Des rires parcoururent la pièce. Gêné d'abord, puis plus fort, comme si la cruauté était devenue la chute de la blague. Le rire de Brooke résonna le plus distinctement. Ma mère baissa les yeux sur son verre de vin. Je sentis la chaleur me monter au visage, ma gorge se serrer. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant que je craque. Je repoussai lentement ma chaise. Le grincement sur le parquet fut le seul bruit que je produisis. Si vous avez déjà quitté une pièce sous les rires des autres, vous savez combien chaque pas peut paraître lourd. J'étais presque arrivé au seuil voûté. Soudain, une main effleura la mienne. Mon oncle Daniel glissa une enveloppe scellée dans ma paume et murmura « Ne pars pas encore. Ouvre-la quand tu seras prête. » Je restai là, dans le couloir sombre, juste devant la grande salle.
L'enveloppe tremblait dans ma main. Derrière moi, la fête continuait, les verres tintaient, les rires fusaient à nouveau. La voix de mon père s'élevait, toast après toast à l'avenir de Brooke. L'enveloppe était en papier épais et précieux, scellé des armoiries de mon grand-père Elias. Il était décédé depuis des années. Nous n'avions jamais été proches comme on s'y attend entre un grand-père et sa petite-fille. Il était discret, réservé, toujours à observer plus qu'à parler. Mais jamais il ne m'avait regardé comme si j'étais une erreur. J'ai failli glisser l'enveloppe dans ma poche et continuer mon chemin. Mais quelque chose dans les yeux de Daniel m'en empêcha. Non pas de la pitié, mais de la certitude. J'en déchirai le rabat. La première ligne me coupa le souffle. À ma petite fille Avery. Si tu lis ceci, c'est que la vérité a tardé à éclater. Je l'ai écrit en sachant que ton père essaierait de l'étouffer. Mon cœur battait la chamade. Je me suis appuyé contre le mur de pierre fraîche et j'ai continué à lire. Il expliquait de sa main soignée qu'il avait bâti Harrington Enterprises non seulement pour faire de l'argent, mais pour construire quelque chose de durable, quelque chose qui élève les gens au lieu de les écraser. Il avait vu mon père transformer l'entreprise en une machine de peur et de contrôle. Il avait vu Brooke apprendre à imiter cette cruauté. Et il m'avait vu faire du bénévolat discrètement, écouter des femmes seules, jouer de la musique qui rendait la maison moins vide. Il écrivait qu'il voyait en moi le cœur dont l'entreprise avait besoin. Ni la voix la plus forte, ni la main la plus dure, mais celle qui se soucie suffisamment des autres pour faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. Des documents légaux, notariés, incontestables, étaient joints, transférant le contrôle de l'entreprise à mon nom lors du départ à la retraite de mon père. J'ai serré les papiers contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Pendant des années, j'avais porté ces mots comme des pierres dans mes poches. Tu n'aurais jamais dû être là. J'aurais préféré que tu ne sois jamais né. J'y avais cru suffisamment pour rester effacé, pour m'excuser d'exister. À présent, quelqu'un d'important avait écrit autre chose. J'entendais encore la fête. La voix joyeuse de Brooke remerciant les invités, mon père rayonnant de gloire. J'aurais dû m'éloigner, disparaître dans la nuit enneigée et y réfléchir plus tard. Au lieu de cela, je suis revenu non pas par colère, pas vraiment, mais pour une raison plus profonde. Un refus de laisser ces mensonges impunis une nuit de plus. En revenant dans le grand salon, quelques têtes se sont tournées. Brooke l'a remarqué la première. Elle s'est penchée vers une amie et a murmuré quelque chose. Elles ont toutes deux souri en coin. Je suis retourné à ma place et j'ai posé l'enveloppe à plat sur la table. Ma mère y a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Mon père m'a vu du centre de la pièce. Son sourire s'est figé. Qu'est-ce que c'est, Avery? Un mot d'adieu. Quelques rires étouffés ont suivi. J'ai croisé son regard. Non, ai-je dit doucement. C'est la vérité. Le silence ne s'est pas abattu sur la pièce d'un coup. L'atmosphère s'est vidée lentement, comme l'air d'un ballon. Les conversations se sont interrompues. Le quatuor s'est adouci, puis s'est tu. J'ai déplié la lettre. Mes mains étaient désormais fermes, non par courage, mais parce que l'alternative était de s'effondrer, et j'en avais assez souffert en privé. J'ai lu l'introduction à voix haute. À ma petite fille, Avery. Un murmure a parcouru l'assemblée. Mon père s'est raidi. Brooke a ri une fois, brièvement, nerveusement, puis sais-tu quand personne ne l'a rejointe. J'ai continué. J'ai lu ces mots sur l'intégrité, sur le fait qu'il m'avait choisi parce que je comprenais le potentiel de l'entreprise, et non ce qu'elle était devenue sous l'emprise de la peur. J'ai lu le passage où il disait que ma compassion n'était pas une faiblesse. C'était la seule force qui comptait sur le long terme. Chaque phrase me donnait l'impression d'enlever une écharde que je portais depuis des décennies. Mon père s'est avancé. Ça suffit, a-t-il dit d'un ton sec. C'est ridicule. Asseyez-vous. Je ne l'ai pas fait. Oncle Daniel s'est placé à côté de moi, calme et posé. Ces lettres sont contractuelles, Victor. Elias s'en est assuré. Tu sais que les documents sont authentiques. Le verre de mon père lui a glissé des doigts. Il s'est brisé sur le sol de pierre. Un éclat net. Le champagne, une dernière goutte, s'est répandu comme du sang pâle. Pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux une lueur autre que de la colère. De la peur. Brooke s'est avancé,
le visage rouge. C'est un coup monté. Grand-père était vieux, désorienté. Tout le monde sait que c'est moi qui ai tout préparé. Elle a scruté les invités, cherchant leur approbation. Certains ont détourné le regard. D'autres ont fixé les papiers dans ma main. J'ai parlé doucement, mais le silence était tel que ma voix a porté. Se préparer ne signifie pas mériter. Grand-père a vu qui nous sommes vraiment. Brooke a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a paru soudain plus petite. Ma mère est restée assise, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. J'ai repensé à toutes ces nuits où elle était venue dans ma chambre quand j'étais petite. À la façon dont elle ne le contredisait jamais, mais ne me laissait jamais complètement seule non plus. Je l'ai regardée pour une fois. Elle n'a pas détourné le regard. Une larme solitaire coula sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. Ce petit geste me bouleversa plus que tous les rires. Peut-être connaissez-vous cette sensation, quand quelqu'un qui est toujours resté silencieux choisit enfin de se montrer à vos côtés, même si ce n'est que pour un instant. Je me suis replongée dans la lettre. La dernière phrase de mon grand-père. Ne laisse pas la cruauté te définir comme elle a défini ton père. L'empire est à toi, Avery. Utilise-le pour guérir, pas pour nuire. Les mots se déposèrent dans la pièce comme de la neige, doux, mais impossible à ignorer. Mon père recula d'un pas. Ses épaules, toujours si droites, se voûtèrent. Il paraissait vieux. Pas en années. Comme un homme qui a l'air d'avoir raconté son histoire. Le silence s'éternisa, si bien que j'entendis le crépitement du feu dans la cheminée la plus proche. Brooke tenta à nouveau, la voix forte. Ce n'est pas possible. Papa, dis-leur que ce n'est rien. Mon père ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit d'abord. Puis, doucement, c'est vrai. 2 mots. Leur impact fut plus lourd qu'un cri. Les invités se décalèrent. Certains chuchotèrent, d'autres les fixèrent ouvertement. Ceux qui s'étaient moqués de moi 20 minutes plus tôt regardaient maintenant mon père avec une sorte de pitié. L'oncle Daniel prit la parole ensuite, d'une voix assurée. Elias avait fait rédiger les documents il y a des années. Authentifiés par des témoins. Les actions majoritaires ont été transférées la nuit même. Brooke se jeta sur les papiers. Je le retins doucement. Elle se figea, les yeux écarquillés. Je n'éleva pas la voix. Je n'en avais pas eu besoin depuis des années. Je dis, tu m'as dit que je ne valais rien, que je n'avais pas ma place. Ce soir, celui qui a bâti tout cela a dit le contraire. Je regardai mon père. Tu peux me traiter de faible. Tu peux me traiter d'erreur, mais la vérité n'a pas besoin de ta permission pour exister. Il s'affaissa dans le fauteuil le plus proche. Ses mains tremblaient. Il fixait les morceaux de verre brisés comme s'il pouvait les reconstituer par la seule force de sa volonté. Brooke se tourna vers la salle, désespéré. J'ai travaillé pour ça. Je l'ai mérité. Une femme près du fond, une silhouette que j'avais vaguement reconnue des réunions du conseil d'administration, prit la parole à voix basse. Ton grand-père aussi l'avait choisi. Ces mots se répandirent dans la foule comme le vent. Le visage de Brooke se crispa. Ce n'était plus de la rage, mais un rugissement. Elle me regarda. Elle me regarda vraiment. Et pendant une seconde, je revis la petite fille qui me suivait partout dans la maison, me demandant de lui lire des histoires avant de décider qu'elle n'en avait plus besoin. Puis elle se retourna et sortit, sans claquer la porte, simplement partie. Ma mère se leva lentement. Elle traversa l'espace entre nous. Arrivée à ma hauteur, elle prit mes mains et les siennes. Ses paumes étaient froides et tremblantes. Ton grand-père avait raison à ton sujet, murmura-t-elle. Seul moi pouvais l'entendre, mais c'était suffisant. J'ai hoché la tête une fois. Elle est restée près de moi, silencieuse, simplement présente. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus seule dans la pièce. J'ai observé les visages qui me regardaient. Certains commençaient déjà à se transformer, cherchant comment s'adapter à la nouvelle réalité. D'autres semblaient mal à l'aise, comme s'ils se voyaient dans le miroir que mon père leur avait tendu si longtemps. Je n'ai plus rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le renversement n'était pas bruyant. Il était silencieux, indéniable, comme l'aube qui se lève, qu'on y croit ou non. La fête s'est terminée en catimini. Les invités sont partis par petits groupes, murmurant des adieux qui ressemblaient davantage à des excuses.
Le quatuor à cordes a rangé ses instruments. Les serveurs ont débarrassé les tables. Personne n'avait fini de manger. Mon père est resté assis, le regard dans le vide. Je ne me suis pas approché de lui. Il n'y avait plus rien à dire. Brooke n'est pas revenu cette nuit-là. Ma mère et moi sommes restés près des hautes fenêtres, à regarder la neige tomber sur les pins sombres. Elle a pris la parole la première. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je me suis tournée vers elle. Tu le dis maintenant. Elle a levé la main et m'a effleuré la joue, comme elle le faisait quand j'étais petite. Puis elle a laissé retomber sa main. Oncle Daniel nous a rejoints. Ce ne sera pas facile, a-t-il dit. Le conseil d'administration résistera. Il y aura des obstacles. Je sais. Il a esquissé un sourire fier. Mais tu n'es pas seul. J'ai baissé les yeux sur la lettre que je tenais encore à la main. Les paroles de grand-père ne parlaient pas de pouvoir. Elles parlaient de responsabilité, d'utiliser ce que j'avais reçu pour rendre les choses moins cruelles, et non plus. J'ai compris alors que cette soirée n'était pas une question de victoire. Il s'agissait de ne plus porter une honte qui ne m'avait jamais appartenu. Des mois plus tard, j'ai emménagé dans la maison d'Aspen, non pas pour y vivre comme mon père, mais pour lui donner une autre dimension. J'ai ouvert des pièces restées fermées pendant des années. J'ai invité des gens qui n'avaient jamais été les bienvenus auparavant. Des femmes du refuge, des musiciens, des amis discrets qui n'avaient pas besoin de se mettre en avant. La composition de la famille a évolué lentement, non pas parce que je donnais des ordres, mais parce que j'ai écouté. Parce que j'ai demandé aux gens ce dont ils avaient besoin au lieu de leur dire ce qu'ils devaient vouloir. Mon père me parle rarement maintenant. Quand il le fait, c'est avec précaution, distant. Je ne le hais pas. Je ne lui pardonne pas non plus. Je le laisse simplement assumer ses choix. Ma mère vient me voir plus souvent. Nous nous asseyons près du feu et nous parlons vraiment de choses dont nous ne nous sommes jamais parlé auparavant. Parfois elle pleure, parfois c'est moi. Et c'est normal. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous en avez vécu une version similaire. Peut-être que quelqu'un vous a fait comprendre, par des mots ou par le silence, que vous étiez de trop ou de pas assez. Peut-être avez-vous appris à vous faire plus petit pour ne pas vous sentir menacé. Mais voici la vérité silencieuse qui m'a trouvée ce soir-là. Votre valeur n'a jamais été à leur portée. Elle a toujours été la vôtre. Et lorsque la vérité finit par éclater, elle n'a pas besoin de crier. Elle se tient simplement là. Et tout ce qui est bâti sur des mensonges commence à s'effondrer. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous où chaque histoire, ce témoignage révèle une autre vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.